Alors, ça y est, la loi de finances 2026 est bouclée. Et croyez-moi, pour le secteur de l'immobilier, ce n'est pas juste une petite mise à jour. Non, non, c'est un vrai tournant. On va donc décortiquer ensemble ce que ça change très concrètement. Des nouveaux statuts pour les bailleurs privés, jusqu'à la fiscalité des logements vacants, on va tout passer en revue. La question, au fond, elle est simple. C'est celle que tout le monde se pose. Qu'est-ce que ces nouvelles règles changent vraiment pour les propriétaires et les investisseurs? C'est exactement ce qu'on va voir, point par point. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec la grosse nouveauté, le fameux dispositif Jean Brun. Clairement, l'idée du gouvernement, c'est de repenser en profondeur la fiscalité des bailleurs privés. Le cœur du réacteur de ce mécanisme, c'est l'amortissement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de déduire chaque année une partie de la valeur du bien de ses revenus locatifs. Résultat, le bénéfice imposable diminue. C'est un principe super connu en location meublée, mais là, attention, il débarque en location nue, et avec des règles bien plus strictes. Alors qui peut en profiter? Eh bien, le dispositif ne s'adresse pas à tout le monde. Il cible des profils très spécifiques. Les investisseurs qui misent sur le neuf en collectif ou sur de l'ancien qui demandent de très gros travaux. Et les conditions, elles sont carrées. Il faut s'engager à louer pour 9 ans minimum et surtout respecter des plafonds de loyer. Et c'est là qu'on voit toute la stratégie. Regardez bien, le taux d'amortissement, il varie énormément. Pour un logement neuf, par exemple, on passe de 3,5% pour un loyer intermédiaire à 5,5% pour un loyer très social. En clair, plus l'effort social du bailleur est grand, plus l'avantage fiscal est important. Logique. Bon, tout ça, c'est un peu abstrait. Pour que ce soit plus parlant, rien de tel qu'un exemple concret. Imaginons l'achat d'un appartement neuf à 300 000 €, destiné à être loué en secteur intermédiaire. Attention, petit détail important, la base de calcul pour l'amortissement, ce n'est pas le prix total, c'est 80% de ce prix. Donc ici, 240 000 €. On applique ensuite le taux qui correspond à ce secteur, soit 3,5%. Faisons le calcul, 240 000 € fois 3,5%, ça nous donne une déduction théorique de 8 400 € par an. Mais ce n'est pas fini. Il y a un plafond. Et pour ce secteur-là, la déduction annuelle ne peut pas dépasser 8 000 €. C'est donc ce montant maximum que le bailleur pourra déduire de ses revenus imposables chaque année. Ok, ça, c'était le bon côté des choses. Passons maintenant au revers de la médaille. Parce que oui, il y en a un, et il est de taille. Le point crucial, le truc à ne surtout pas oublier, c'est ce qui se passe au moment de la revente du bien. L'impact sur l'impôt sur la plus-value. Le principe est simple, mais il change tout. Les amortissements qu'on a déduits pendant toute la durée de la location, eh bien, ils viennent diminuer le prix d'achat initial dans le calcul de la plus-value. Reprenons notre exemple. Après 10 ans, on aura déduit 80 000 €. Si le bien est vendu 330 000 €, la plus-value imposable ne sera pas de 30 000 €, non, elle sera de 110 000 €. C'est une différence absolument énorme qu'il faut absolument anticiper. Mais le gouvernement ne s'est pas contenté de réformer le statut du bailleur. Non, sa stratégie est plus large et elle s'articule autour d'une approche qu'on connaît bien, celle de la carotte et du bâton. Voilà, c'est ça. D'un côté, la carotte, des incitations fortes pour la rénovation énergétique, et de l'autre, le bâton, une fiscalité qui se durcit méchamment pour les logements vacants, histoire de forcer leur retour sur le marché locatif. La carotte, la voici, c'est la prolongation du doublement du plafond du déficit foncier qui reste donc à 21 400 €. C'est un vrai coup de pouce pour les bailleurs qui s'attaquent à la rénovation des passoires thermiques, ces logements qui consomment beaucoup trop d'énergie. Et bonne nouvelle, cette mesure est étendue jusqu'à la fin de 2027. Et maintenant, le bâton. Une toute nouvelle taxe sur les logements vacants entre en jeu. Et ça ne rigole pas. En zone tendue, le taux est de 17% de la valeur locative la première année et il grimpe à 34% dès la deuxième année. L'objectif est limpide, pénaliser très lourdement l'inoccupation de longue durée. Parlons maintenant de ce qui ne figure pas dans la loi, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. La grande réforme du régime des plus-values immobilières, celle qui devait entre autres supprimer les abattements pour durée de détention, eh bien elle est passée à la trappe, elle a été abandonnée. Le système actuel reste donc en place. Pareil pour les seuils de franchise en base de TVA pour les professionnels de l'immobilier, rien ne bouge. Sur ce point, c'est la stabilité qui a été préférée au grand chamboulement. Bon alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir pour 2026 ? Voici les 4 points essentiels. D'abord, un nouveau dispositif fiscal pour les bailleurs, qui est complexe, avantageux à court terme, mais qui peut faire très mal sur la plus-value à la revente. Deuxièmement, une taxe sur les logements vacants qui devient beaucoup plus sévère. Troisièmement, la prolongation de l'aide à la rénovation énergétique, ce qui est une bonne nouvelle. Et enfin, le fait que les grandes réformes dont tout le monde parlait n'ont tout simplement pas eu lieu.
Tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond pour conclure. Avec ces nouvelles règles et qui favorisent clairement les engagements sur le long terme et la rénovation lourde, est-on en train d'assister à la naissance d'un tout nouveau profil d'investisseur immobilier en France ? C'est une vraie question qui mérite qu'on y réfléchisse.